Merci à celles et ceux, mais surtout à celles qui sont debout encore, de s'asseoir pour qu'on puisse ne pas prendre trop de retard. Voilà, c'est très agréable que tout le monde m'écoute. Je ne suis pas sûr que tous les profs qui défilent ici aient autant d'attention que celle que vous venez de me donner, donc c'est très bien. On va continuer. Alors, donc je suis Laurent Sablic, je vais animer comme journaliste l'ensemble des travaux de notre journée, comme je l'ai déjà fait lors de précédentes rencontres de l'Observatoire, aux côtés d'Anne Martinet. Oh là là, voilà. Voilà, donc je vais donc déclarer ouverte cette rencontre de l'Observatoire. Le thème, vous le connaissez, d'ailleurs il doit être affiché derrière moi, oui, penser les violences sexuelles, une responsabilité sociétale et judiciaire. En fait, on devrait dire inversé, puisque nous allons commencer dans quelques instants par le judiciaire. Et pour inaugurer cette journée, je vais demander tout de suite à Michel Ménard, le président du conseil départemental, de venir à la tribune. Bonjour à toutes et à tous. C'est impressionnant de voir cet amphi rempli. C'est une belle réussite. Mesdames, Messieurs, Monsieur le procureur, Monsieur le premier vice-président du tribunal, mais je n'ai plus le nom du tribunal, mais Pontoise. Mesdames, Messieurs, très heureux effectivement d'ouvrir cette journée de l'Observatoire départemental des violences faites aux femmes. Le département de Loire-Atlantique a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes une priorité de son engagement depuis déjà de nombreuses années. Et c'est notre responsabilité, en tant qu'institution, de prendre la parole, de dénoncer ce qui n'est pas acceptable, mais aussi d'innover pour aider les professionnels. C'est pour cette raison qu'il y a quelques mois, nous avons publié un long dossier sur les violences des hommes dans notre magazine, édité à plus de 700 000 exemplaires. Et c'est dans le même but que nous mettons en place, dans nos espaces départementaux des solidarités, le questionnement systématique pour faciliter le repérage des victimes. Je tiens d'ailleurs à remercier les travailleuses sociales, les travailleurs sociaux, engagés dans ce travail exigeant, éprouvant, mais si nécessaire. Au-delà de ces exemples et des nombreuses actions menées au quotidien à travers notre territoire, cet engagement s'est aussi traduit par l'animation, depuis bientôt 10 ans, d'un observatoire, j'en parlais à l'instant, départemental des violences faites aux femmes. Son rôle est notamment de créer un cadre de réflexion et d'information, d'échanger sur les bonnes pratiques et de fédérer un réseau pour assurer un maillage efficient de notre territoire. En sont membres aujourd'hui de nombreuses associations et collectivités, des acteurs de la justice, des forces de l'ordre, de la santé ou de l'éducation nationale, avec pour objectif de créer une véritable culture de la protection et de faciliter la prévention des violences et l'accompagnement des victimes. Les journées de formation organisées par l'Observatoire s'inscrivent dans cette logique, en donnant des clés de compréhension et des outils de prévention, de repérage, d'accompagnement et de protection des victimes. Je connais en effet la force de votre engagement et votre volonté de vous former en continu. L'Observatoire départemental se positionne bien comme un lieu ressource pour vous accompagner dans cette démarche. Je crois que notre action est aujourd'hui bien identifiée et reconnue comme légitime, puisque nous sommes aujourd'hui environ 700 dans cet auditorium pour écouter celles et ceux qui vont se succéder. Le thème retenu cette année, penser les violences sexuelles, une responsabilité sociétale et judiciaire, s'inscrit bien dans cette volonté de mettre en avant les différentes dimensions dans lesquelles ces violences doivent être appréhendées, jugées et condamnées. J'ai à ce titre en mémoire le travail de Lorraine de Fouché, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui.
par vos différentes enquêtes publiées dans Le Monde sur les viols de Mazan, sur les violences sexuelles subies par les femmes migrantes ou encore sur celles présentes dans le milieu de l'industrie pornographique. Vous avez montré à la fois le caractère systémique de ces violences qui s'immiscent dans le moindre recoin de notre société et la responsabilité qui incombe à cette même société. Au-delà de la seule responsabilité judiciaire, en effet, il existe une responsabilité sociétale, car nous ne parlons pas ici de faits isolés, mais bien de faits de société. Des faits de société qui racontent quelque chose de ce que nous sommes et de ce que nous avons permis, ou du moins de ce que nous avons préféré taire durant si longtemps. Penser que toutes ces affaires ne sont pas que de tristes faits divers, des œuvres de détraqués, c'est mettre à distance pour mieux nier leur caractère systémique et l'utilisation des mêmes mécanismes d'emprise et de coercition. Pourtant, les faits ne mentent pas. À Mazan, ce sont 83 violeurs possibles et 51 identifiés, accusés et condamnés. Le système de prédation des jeunes femmes dans l'industrie de la pornographie, ce sont des vidéos vues par des milliers, des dizaines de milliers, peut-être plus, de personnes, alors qu'il s'agit de viols déguisés qui ont fait de nombreuses victimes. À chaque fois, les victimes sont des femmes qui sont peu à peu enfermées dans une situation de très grande vulnérabilité et prises au piège. À chaque fois, les coupables sont des hommes ordinaires, des monsieur tout-le-monde, qui agissent comme des réseaux de prédateurs et qui voient et utilisent le corps des femmes comme des marchandises. Je n'insisterai pas sur la dimension de la responsabilité judiciaire, car je ne doute pas que monsieur le procureur le fera dans un instant, mais évidemment, ces deux responsabilités, sociétales et judiciaires, ne fonctionnent pas en vase clos. L'une doit toujours accompagner l'autre, et la prise de conscience de notre société doit être accompagnée par une réponse judiciaire claire et proportionnée. La responsabilité ne peut être que collective. C'est ce que disait récemment Édouard Durand au sujet de l'inceste. Car parler des violences sexuelles nécessite de parler de toutes les violences, de ne pas masquer, de ne pas occulter, comme nous l'avons fait durant des siècles avec les violences sexuelles faites aux enfants. La Civis a ouvert la voie en 2021 et je souhaite donc vous remercier pour votre présence aujourd'hui, Monsieur Durand. C'est la deuxième fois depuis 2021. Mais je souhaiterais conclure en m'attardant sur cette notion de responsabilité collective. Je le fais en tant que président du département de Loire-Atlantique, mais aussi en ma qualité de président du conseil d'administration du SDIS 44, les pompiers. Vous le savez, au même titre que les forces de l'ordre, les pompiers sont souvent les premiers à intervenir et à entrer dans les foyers et à constater les violences. Les professionnels doivent donc être formés au repérage et à l'accompagnement, et le questionnement systématique sera prochainement mis en place pour faciliter ce repérage. L'Observatoire départemental est tout indiqué pour permettre ces formations, et je sais que des liens sont déjà établis. De même, en interne, le SDIS, comme le département de Loire-Atlantique, s'attache à promouvoir un environnement de travail exemplaire, fondé sur le respect et la dignité de chacun et de chacune. Un environnement dans lequel aucune forme de violence ne peut ni ne doit être tolérée. J'ai donné des directives claires en ce sens. En tant qu'employeur et en tant que service public, nous avons le devoir d'être exemplaires en garantissant un cadre de travail sûr et respectueux, en accompagnant les victimes qui ont le courage de dénoncer ces faits, en formant et en sensibilisant nos agentes et nos agents pour prévenir ces comportements inacceptables. De nombreux dispositifs ont ainsi été mis en place au sein du SDIS et du département, tels qu'un dispositif de signalement avec cellule d'écoute, la création d'un poste chargé de mission dédié ou encore l'adoption d'un vaste plan d'action.
Je vous le dis avec détermination, aucun écart ne saurait être toléré. Là encore, notre responsabilité est collective. Je veux enfin adresser mes remerciements à toutes et tous les professionnels qui ont accepté de participer à cette journée et d'intervenir pour nous aider à saisir l'ampleur et la réalité de ces violences, ainsi qu'aux services du département, notamment Mesdames Anne Martinet, Elisabeth Biotto et Manon Bianic pour l'organisation de cette journée. Merci de votre présence et excellents travaux. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, comme vous venez de l'annoncer, nous allons laisser la parole à Monsieur Antoine Leroy, le procureur de la République du tribunal de Nantes. Oui. Monsieur le Président, du coup je le cherche. Ah, pardon. Monsieur le Président, je suis obligé de me baisser un peu. On s'aperçoit qu'on est grand souvent avec la taille la hauteur du micro. Non, vous n'avez pas ce problème. Vous aviez moins ce problème. Monsieur le Président, merci pour votre accueil aujourd'hui. Madame la directrice de cabinet du préfet, Madame Posa, je voudrais commencer par vous adresser directement un remerciement, Monsieur le Président, parce que je ne crois pas que dans tous les départements, d'abord, on pourrait réunir autant de monde comme c'est fait aujourd'hui pour cette journée annuelle de l'Observatoire des violences faites aux femmes. Mais ce n'est pas sans lien, sans doute, avec, je veux vraiment le dire ici publiquement, avec votre engagement personnel sur ces questions et l'engagement de toute votre institution, du conseil départemental sur ces questions. Je pense, j'arrive en fin de carrière, donc j'ai rencontré beaucoup de présidents de conseils départementaux et je ne suis pas certain que ce soit fait aussi bien et avec autant de volonté politique que ici dans ce département, donc je voulais vous en remercier. Je commencerai par dire que dans notre pays, le monde de la justice a souvent eu comme support philosophique, si je puis dire, c'est toujours bon de commencer un peu par de la philosophie, par un dicton qu'on attribue, parce qu'on aime bien dicter les beaux dictons à Napoléon, on attribue à Napoléon le dicton suivant, faites des lois générales et laissez les juges les adapter à l'ère du temps. Alors, c'est une belle phrase, je ne sais pas s'il l'a vraiment dite, mais je sais que ça avait été repris par certains présidents de la République sur certains sujets. Faites des lois générales et laissez les juges les adapter à l'ère du temps. Et effectivement, on comprend ce que ça veut dire. Les lois sont générales et les juges les adapteront à l'ère du temps. Alors, c'est valable dans beaucoup de domaines. Les lois sur le vol n'ont pas changé en 3 siècles et les juges les adaptent à l'ère du temps. En revanche, cette maxime ne vaut pas du tout pour les infractions à caractère sexuel et la justice a dû abandonner l'application de ce dicton pour faire intervenir beaucoup plus que dans d'autres domaines, le pouvoir du législateur, le juge, ne sachant pas, il faut le dire, l'institution judiciaire ne sachant peut-être pas toujours bien adapter à l'ère du temps les réponses judiciaires lorsqu'on est en face de phénomènes de société comme celui que vous allez évoquer toute la journée d'aujourd'hui. Je voudrais commencer par une anecdote, puisque en sortant de l'école de la magistrature il y a 30 ans, mon premier poste était substitut des mineurs à Saint-Nazaire, donc je reviens 30 ans après sur les lieux du crime, comme on pourrait dire. Et je me souviens d'un déferment, je m'en souviens encore très bien, je me souviens d'ailleurs le nom de l'avocat en question, c'était un avocat en qui on avait toute confiance, et je déférais un monsieur de 65, 70 ans qui attendait dans le couloir les menottes, les menottés, puisqu'on lui reprochait des faits de viol sur sa fille. Et cet avocat avait voulu s'entretenir avec moi quelques minutes avant le déferment pour me dire, monsieur le procureur, sachez que mon client ne savait pas, alors on était en Sud-Loire, donc on était du côté de, je crois, de Pornic. Mon client ne savait pas, et je le crois sincère, ne savait pas qu'il n'avait pas le droit de coucher avec sa fille, parce que sa fille ne s'y était pas opposée. Ce jour-là, j'ai compris qu'effectivement, les juges ne pouvaient pas se contenter d'adapter les lois à l'ère du temps, et ce jour-là, j'ai compris
qu'effectivement, les infractions à caractère sexuel devaient être traitées un peu différemment. Aujourd'hui, comme vous le savez, essayer d'embrasser quelqu'un sur la bouche qui ne le souhaiterait pas peut faire l'objet de poursuites et fait quelquefois l'objet de poursuites pénales. On voit le gap qui sépare ces 30 dernières années. Autre exemple, il y a 20 ans aujourd'hui, c'est un mot qu'on ne prononce plus et on en est vraiment tellement content. Il y a 20 ans, pas plus de 20 ans, on évoquait encore très régulièrement les fameux crimes passionnels. Et quand on disait crime passionnel, le mot passion l'emportait sur le mot crime. Et j'ai encore rencontré cette semaine quelqu'un dont le père avait été condamné pour avoir tué sa mère. Et lorsque je lui demandais la peine qu'il avait subie par la cour d'assises, l'intéressé m'a dit 6 ans. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans cette perspective-là. Et aujourd'hui, comme vous le savez, on poursuit et on juge des viols entre conjoints, même si c'est plus difficile à caractériser. Mais là aussi, on voit le gap qui s'est instauré et on est très content évidemment de cette évolution. C'est une évolution qui a sans doute tardé dans la loi, mais aussi dans la façon de travailler de la justice, alors que nous savons tous aujourd'hui combien les infractions à caractère sexuel sont évidemment les plus graves qui se conçoivent dans le code pénal. Comme je le dis souvent, je vais moins souvent aux assises qu'autrefois, mais je commençais souvent mes réquisitions aux assises en disant qu'en France, on n'a pas une appréhension, comme dans d'autres pays, une appréhension aussi bonne de ce qui a pu être écrit par Freud en son temps. Mais il faut lui rendre cet hommage, et je le disais souvent dans mes réquisitions lorsque c'était pour des affaires de viol, il faut lui rendre cet hommage que c'est quand même le premier qui a expliqué, alors ça ne semble pas être aujourd'hui avec des termes d'aujourd'hui, mais qui a expliqué combien les infractions à caractère sexuel étaient les plus graves, que ça touchait à ce que nous avons tous de plus intime et que ça causait les dégâts les plus longs, puisque la quasi-totalité des vraies infractions sexuelles causent des dégâts jusqu'au jour où on meurt. Et donc, ce sont des choses qu'on garde à la tête toute son existence. Aucune autre infraction du Code pénal n'a cet impact. Et c'est d'ailleurs lui qui a commencé à évoquer l'hypothèse du tabou de l'inceste. Avant cela, c'était quelque chose qui n'était pas tellement connu et qui ne faisait pas réfléchir grand monde. Édouard Durand, que vous allez rencontrer toute la journée, expliquera cela bien mieux que moi, le traumatisme des victimes, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe et quelles que soient les circonstances des agressions sexuelles. Ce traumatisme est effectivement très important. La loi, donc, et on le lui a demandé, s'est adaptée, mais cela a pris beaucoup de temps, puisqu'on ne remonte finalement pas si loin pour faire la liste des lois qui sont intervenues pour prendre en compte l'ensemble de ces évolutions. Les premières lois, ce sont celles qui rallongent les prescriptions. Il y a 30 ans, les prescriptions pour le viol étaient les mêmes que les prescriptions pour n'importe quel autre crime. Et pour les agressions sexuelles, c'était les mêmes prescriptions que pour un vol ou un cambriolage. Tout a bien changé. La question de la différence d'âge avec une loi qui n'a pas 10 ans et qui prévoit que quand la différence d'âge entre l'agresseur et la victime est de plus de 5 ans, on bascule dans un autre quantum de peine et on a moins besoin d'avoir à prouver l'absence de consentement. Le fait aujourd'hui, je vais être un peu trivial, j'en suis désolé, mais la réalité de ces infractions-là, ce sont ces agissements-là. Aujourd'hui, et là c'est une évolution non pas de la loi mais de la Cour de cassation, le fait d'être victime d'un viol est modifié. Si on prend l'exemple de la fellation, jusqu'à une décision pas si vieille de la Cour de cassation, pratiquer une fellation de force était un viol, mais la subir ne l'était pas. La Cour de cassation a estimé que subir une fellation était exactement traumatisant, aussi traumatisant que de la pratiquer. C'est un exemple qu'on peut donner, mais il y en a évidemment d'autres. Et puis,
Et puis, on s'aperçoit que jusqu'à aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est la loi du 6 novembre, dont vous aurez sans doute l'occasion de parler, avec la question du consentement, puisqu'il a fallu attendre le 6 novembre 2025 pour que la loi pénale française, que ce soit pour les agressions sexuelles ou les viols, ne se contente pas des quatre critères habituellement dégagés pour pouvoir prouver l'absence de consentement, qui étaient les violences, la contrainte, la menace ou la surprise. Aujourd'hui, la loi définit le consentement, ce qui est quand même vraiment une évolution importante. La loi précise que le consentement, dont la notion est pleinement autonome en matière pénale de celle de la matière civile, doit avoir été donné librement, de manière éclairée, qu'il est spécifique, qu'il est donné préalablement à l'acte à caractère sexuel, qu'il peut être retiré avant ou pendant cet acte sexuel, qu'il est apprécié au regard des circonstances et qu'il ne peut pas être déduit du seul silence ou de l'absence des réactions de la victime. Il a fallu tout ça de mots, le 6 novembre 2025, pour que notre législateur, enfin, définisse plus précisément la notion de consentement. J'ai bientôt fini pour dire qu'aujourd'hui, évidemment, la justice est face à cette responsabilité-là. C'est peut-être la dernière qui a su bien se mobiliser, mais aujourd'hui, on y est pleinement. La directrice de cabinet, puisque la préfecture est toujours en capacité de donner des statistiques bien plus précises que l'institution judiciaire, parce qu'on est nul en matière de statistiques dans l'institution judiciaire. Vous aurez quelques chiffres, mais le nombre d'infractions à caractère sexuel, et c'est bien, augmente. Je dis c'est bien, vous comprenez pourquoi, c'est que, évidemment, sans doute que le chiffre est constant dans l'absolu, mais on le sait plus, on le connaît plus, et les victimes se manifestent plus. Donc le fait que ce chiffre augmente est plutôt très satisfaisant. La France reste, il faut le dire aussi quand même, reste l'un des pays d'Europe et du monde le plus répressif en matière de condamnation à caractère sexuel. Je le dis parce que souvent on accuse nos juges d'être laxistes. En France, d'une critique politique souvent faite. En matière sexuelle, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, je crois que vous en parlerez, on ne correctionnalise plus les viols, comme ce fut le cas il y a quelques années. Quasiment tous les viols passent non plus devant le tribunal correctionnel, mais devant la cour criminelle départementale. Je crois qu'une étude a été faite, c'est une évolution récente. Et enfin, aujourd'hui, des enquêtes sont faites sur des faits très anciens. La ville de Nantes, vous savez, on a beaucoup médiatisé des infractions commises dans un établissement scolaire et qui fait l'objet, événements qui font l'objet d'une enquête très approfondie pour des faits très anciens. Je terminerai en poussant peut-être une sorte de cri d'alarme. Je crois savoir qu'il y a des policiers dans cette salle. Une sorte de cri d'alarme parce qu'on est quand même aujourd'hui, ça fait 30 ans qu'on essaie de faire croire aux Français qu'il y a trop de fonctionnaires. Je ne sais pas si c'est vrai, je pense que ce n'est pas vrai, puisqu'aujourd'hui on le regrette pour beaucoup de domaines. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la justice, c'est aussi les services d'enquête. Je parle du commissariat, des commissariats, enfin oui, de la police. La gendarmerie est un peu moins impactée par ce phénomène, mais je crois qu'il faut qu'à un moment ou à un autre, notre classe politique se rende compte qu'on ne peut pas dire que la délinquance en général et la délinquance sexuelle en particulier est une priorité gouvernementale sans donner les moyens à la police et à la justice de faire son travail. La justice... Oui, merci. Merci pour la police et pour la justice. La justice, on s'en débrouillera. Les délais augmentent. Je le dis ici publiquement. Si vous n'êtes pas en détention et que vous êtes poursuivi pour une agression sexuelle en étant simplement placé sous contrôle judiciaire, vous ne serez pas jugé avant un délai de 1 an minimum, voire 18 mois, voire plus. Ça, c'est le problème de la justice. On n'a pas assez de temps, d'audience et de magistrats pour juger les infractions. Mais le plus grave, c'est les manques de moyens de la police nationale dans ce pays, sur ces affaires-là notamment, et je prends l'exemple précis, puisque je crois que vous en parlerez, de la prostitution
notamment infantiles, dont je sais que le président du conseil départemental fait une priorité. On peut faire une priorité de toute chose, mais si on n'a pas un policier derrière un bureau capable de prendre une plainte, de faire une enquête, et c'est compliqué en matière de prostitution, rien ne sert à rien. Enfin, vous m'avez compris. Je ne m'en sors pas dans la phrase. Quelquefois, il faut mieux dire les choses simplement. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que oui, nous sommes dans une situation dramatique en termes de services d'enquête. Oui, lorsqu'on convoque une victime devant le commissariat, quelquefois, n'aura pas le temps pour l'entendre. Et puis ensuite, l'enquête qui forcément est chronophage, hein, on n'a pas des individus qui reconnaissent toujours les faits, eh bien, ce temps-là, les services d'enquête ne l'ont plus. Donc oui, il faudrait que la police soit renforcée, la gendarmerie aussi, la justice aussi, évidemment, mais je pense plus spécialement à nos enquêteurs de la police, qui en sont d'ailleurs, quand on en discute avec eux, meurtris de ne pas pouvoir traiter ces affaires-là comme il convient. Voilà ce que je ne termine pas sur quelque chose de très positif, mais après tout, c'est aussi l'endroit où il faut dire à Paris, penser à nous un peu plus et penser à mettre donner les moyens à ce qu'on estime tous être une priorité. Voilà. En tout cas, c'est formidable qu'il y ait beaucoup de monde ici. Ce qui est formidable aussi, c'est qu'il y a beaucoup... Enfin, ce n'est pas que je tienne un propos genré, ce n'est pas le lieu, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, ce qui montre que... Enfin, ça montre que c'est un sujet qui concerne tout le monde et chacun se sent concerné. Donc, bravo pour votre journée. Bonne journée à vous. On ne restera pas, et merci pour l'invitation. Merci, monsieur le procureur. Permettez-moi d'ailleurs d'ajouter que vous parliez de différents territoires en France. Dans tous les territoires, il n'y a pas le président du conseil départemental et le procureur de la République pour ce genre de rencontres. Et donc, ça montre un engagement sur lequel on reviendra sans doute dans la journée. Donc, nous allons évidemment commencer les travaux de l'Observatoire. Je vois que Anne s'inquiète. Il y a Madame Posa, directrice du cabinet du préfet, qui va avoir une intervention. Donc, je m'excuse auprès de vous, je n'avais pas l'information, mais voilà. Les services de l'État sont évidemment toujours attendus sur ces questions. Je vous laisse la parole. Puis, OK. Monsieur le Président, Monsieur le procureur de la République, mesdames et messieurs, chacun à vos grades et qualités, c'est en effet assez impressionnant de voir cette assemblée, mais je pense que c'est surtout très positif. Les violences faites aux femmes sont, comme vous le savez tous et toutes, massives. Conscient de cet état de fait, l'État en a fait la grande cause des 2 quinquennats et ne cesse depuis MeToo et surtout le Grenelle des violences conjugales que chacun connaît en 2019, d'apporter des réponses visant à une meilleure détection et à une meilleure prise en charge des victimes. Avant de reprendre l'action de l'État en la matière, il importe de présenter, en effet, comme le rappelait Monsieur le procureur de la République, quelques éléments statistiques. Dans les Pays de la Loire, selon une étude de l'INSEE de mars 2025, le nombre de femmes victimes de violences physiques ou sexuelles enregistrées par les services de sécurité intérieure a augmenté de 100% entre 2016 et 2025. Cette hausse est plus marquée dans la région d'ailleurs qu'en France. Et cette étude souligne par ailleurs que les violences physiques sont plus nombreuses dans la sphère familiale et les violences sexuelles en dehors. En Loire-Atlantique, alors ce n'est pas une spécificité, ce sont en majorité des femmes qui sont victimes de violences, quelles qu'elles soient. Ainsi, en matière d'atteinte volontaire à l'intégrité physique, elles représentent 55% des victimes, soit plus de 23 femmes par jour qui portent ces faits à la connaissance des forces de l'ordre. Lorsque ces violences sont intrafamiliales, ce sont 75% des victimes qui sont des femmes. Ça représente 10 femmes par jour. Quand c'est rapporté au jour, on voit quand même la massivité du phénomène. Et 87% lorsqu'il s'agit de violences conjugales, soit plus de 7 femmes par jour. S'agissant des violences sexuelles, sujet qui nous occupe aujourd'hui, le constat est à l'augmentation des faits portés à la connaissance des forces de l'ordre. Ainsi, le nombre de femmes victimes de violences sexuelles entre 2023 et 2024 a augmenté de 5%,
ce qui représente 5 femmes victimes par jour. Et depuis le début de l'année, c'est les statistiques plus d'actualité, et on va dire jusqu'au 31 octobre dernier, ce sont quasiment 2000 femmes victimes de violences sexuelles qui ont été enregistrées, soit une augmentation de 15% par rapport à la même période de l'année précédente, c'est-à-dire l'année 2024. Et c'est encore plus marqué, je dirais, parce qu'on fait souvent, nous, la distinction entre le secteur police et le secteur gendarmerie, le secteur gendarmerie étant évidemment plus important, territorialement parlant, avec une augmentation qui est de 26% pour la seule zone gendarmerie. C'est vous dire, en fait, l'attention aussi que les forces de l'ordre, et je remercie le procureur de la République d'avoir remercié leur action, parce que c'est vraiment très souvent qu'ils doivent faire face à ces phénomènes. Ils sont formés de plus en plus pour ce faire, mais c'est massivement en fait qu'ils doivent contrer un phénomène sur lequel finalement très souvent on a peu de marge de manœuvre parce que les faits, c'est pas nous qui les générons et c'est la société en effet. Je pense que vos débats d'aujourd'hui vont l'attester. C'est une prise de conscience, c'est un fait sociétal qui est d'ailleurs assez inquiétant. Dans ce contexte donc évidemment, et c'était d'ailleurs très certainement nécessaire. Depuis 2019, on n'a jamais eu autant de lois qui ont visé à protéger en fait les femmes victimes de violences. Et je vais me permettre de rappeler 6 lois significatives, dont la dernière que le procureur de la République a évoquée. La loi du 28 décembre 2019 qui a créé le bracelet anti-rapprochement. La loi du 30 juillet 2020 qui a visant à protéger les victimes de violences conjugales et qui a permis dans certaines circonstances le lever du secret médical, qui a aussi parlé du suicide forcé qui est entré dans le code pénal. La loi du 28 février 2023 qui a créé une aide universelle d'urgence pour les personnes victimes de violences conjugales sur la forme d'une aide non remboursable qui a permis justement à certaines personnes de pouvoir sortir du domicile conjugal plus facilement parce que ça, c'est pas non plus évident. La loi du 18 mars 2024 qui visait à mieux protéger et accompagner les enfants victimes et co-victimes de violences intrafamiliales avec le retrait total de l'autorité parentale par les juridictions en cas de condamnation pour agression sexuelle ou viol incestueux ou autres crimes sur enfants, et la suspension automatique de l'exercice de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement aux parents poursuivis ou mis en examen pour agression sexuelle ou vol incestueux ou pour tout autre crime commis sur son enfant. La loi du 13 juin 2024 qui a également renforcé l'ordonnance de protection en créant une ordonnance provisoire de protection immédiate. La loi du 6 novembre 2025, et celle-là, elle va être certainement au cœur de vos débats, qui a modifié la définition pénale du viol et des agressions sexuelles. La loi maintenant intègre le non-consentement de la victime dans la définition du viol et des autres agressions sexuelles. Elle précise que le consentement, en effet, doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il s'agit de passer de la culture du viol à la culture du consentement. Le consentement, je le rappelle, doit être libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable, et apprécié au regard des circonstances, sans pouvoir être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. Surtout, il n'y aura pas de consentement si l'acte sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. Aujourd'hui, ces 4 éléments définissent le viol et les autres agressions sexuelles dans le code pénal. L'ajout des termes, quelle que soit leur nature, qui a été suggéré par le Conseil d'État, vise à souligner leur variété et devrait entraîner une répression plus accrue. En conclusion, il est plus que nécessaire de persister dans cette œuvre collective de former et informer pour mieux repérer et accompagner, éduquer à la vie affective, relationnelle et sexuelle, afin que toutes les statistiques que je viens de citer concernant ces violences puissent se prendre une courbe descendante, et ce, non parce que les victimes, les femmes victimes dénoncent moins les violences, mais parce qu'il y en aura moins, vraiment moins. Je vous souhaite donc une bonne formation sous l'égide de l'Observatoire des violences faites aux femmes du département de la Loire-Atlantique, et, je le précise, quelques jours avant la journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes, qui peut-être un jour n'existera plus, et c'est tout ce que l'on peut souhaiter. Merci à vous tous.
Merci beaucoup, merci. Et donc, nous allons commencer nos travaux, effectivement. Mais pour les commencer, je voudrais d'abord vous poser une question à Anne Martinet. Tout à l'heure, en entrant dans la salle, Gaël Daniel soulignait la fréquentation, puisque j'ai eu le plaisir d'animer plusieurs réunions de cet observatoire. Je dois dire que je vois effectivement de plus en plus d'inscrites et d'inscrits, donc. C'est quand même un signe des temps. Et effectivement, même si on va très vite présenter les premiers chiffres et les missions de l'Observatoire, je pense quand même que ça vaut la peine de dire un petit mot sur l'année qu'on est en train de vivre. On est en 2025. C'est pas n'importe quelle année. C'est une année qui a été marquée quand même par une actualité très particulière, le procès Pellico, le procès Mazan, enfin comme on veut, le Squarnec, une actualité judiciaire très importante, une actualité culturelle, une actualité dans les médias. C'est un peu différent. Enfin, ça fait de longues années, avec Anne d'ailleurs, que je suis à ses côtés, aux côtés d'autres, pour parler de ces sujets. Je ne pense pas qu'on ait vécu beaucoup d'années de ce type jusqu'à présent, et peut-être il faut en dire un mot. Même si c'est national et qu'on est en Loire-Atlantique à Nantes, il y a quand même un contexte sur lequel ça vaut peut-être la peine de revenir. Oui, bonjour à toutes et à tous. Vous êtes très très nombreux, c'est très impressionnant. Donc oui, 2025, je réponds à ta question. C'est vrai que c'est une année importante parce que c'est une année où devient visible ce que les victimes en fait et les associations qui les accompagnent disent et portent depuis très longtemps. Et qui, du coup, c'est une prise de conscience collective sur l'ampleur des violences sexuelles. 2025, c'est une année où chacun et chacune, individuellement et collectivement, est mis face à ses responsabilités. Alors, le procès que tu évoques, celui de Joël Le Squarnec et celui des violeurs de Gisèle Pellico, parce que ce n'est pas le procès de Mazan. Mazan n'a rien fait. Donc, c'est bien ceux des violeurs de Gisèle Pellico, mais aussi des nouvelles affaires qui se font jour et s'invitent dans les travaux parlementaires d'ailleurs, comme Betaram. Ce ne sont pas seulement des événements judiciaires, en fait. Ce sont des révélateurs de l'ampleur des violences sexuelles, tant par leur nombre que par leur résonance dans la société. Et sur nos vies, individuellement et collectivement. Ce qu'il montre vraiment aussi, c'est que les victimes aussi parlent, ça, mais en fait, elles ont toujours parlé, les victimes, mais en fait, là, elles s'organisent pour résister. On l'a vu avec la levée du huis clos au procès par Gisèle Pellico et les associations féministes qui étaient là pour les soutenir. Donc c'est vrai que le procès... des violeurs de Gisèle Pellico avec 50 accusés. C'est un exemple assez saisissant, c'est pour ça qu'on en parle, parce que ce n'est pas seulement l'histoire d'une victime et de ses agresseurs, c'est l'histoire de tout un système qui a permis, pendant près de 10 ans, qu'une femme soit droguée, livrée, violée par des dizaines d'hommes avec leur complicité, l'indifférence. Et ces hommes, ils venaient de tous milieux sociaux. Donc ce que dit ce procès, c'est que les violences sexuelles ne relèvent pas de l'exception. Et en fait, ces procès, ces affaires judiciaires, elles disent le réel parce qu'en fait, c'est le cas de tous les affaires de viol. Mais là, comme elles sont massives, ça montre le caractère massif et systémique des violences et que la responsabilité ne peut pas être seulement individuelle, mais qu'elle est forcément collective, qu'elle est sociétale. Et puis le procès Le Squarnec, on en a moins entendu parler. C'est d'ailleurs une vraie interrogation sur les violences sexuelles faites aux enfants. C'est l'un des plus grands procès de pédocriminalité en France, avec près de 300 victimes identifiées. Ça relève lui aussi de l'aveuglement institutionnel, avec des faits commis sur plusieurs dizaines d'années. Sur ces deux affaires, c'est sur des dizaines d'années, dans des hôpitaux, par un chirurgien respecté qui n'a jamais été inquiété pendant ces 10 années. Donc ces procès, c'est pour ça que c'est une année particulière 2025, ils nous obligent à penser les violences sexuelles comme des faits sociaux. Et à l'échelle de la Loire-Atlantique, Monsieur le Président en a parlé juste à l'instant, avec les équipes de solidarité qui ont expérimenté le questionnement systématique. Ça vient aussi compléter cette information sur l'ampleur des violences. Nous, on en a pris conscience grâce à les collègues travailleuses sociales qui l'ont mis en place pendant 3 mois sur l'ampleur des violences. Il y avait 86,5% des femmes qui ont répondu qui avaient été victimes d'au moins une forme de violence. Et parmi elles, 50%, près de 50%, c'était des violences sexuelles. Voilà, c'est pourquoi le thème de notre journée, c'est pourquoi la responsabilité, elle doit bien sûr être judiciaire, mais elle doit aussi être sociale, politique, culturelle, institutionnelle. Alors, je ne sais pas si 2025 est une année de bascule. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est une année de tension
où la société ne peut plus détourner le regard et où la justice est interpellée dans sa capacité à entendre et protéger. Alors, ce colloque qui s'inscrit dans ce moment-là, il invite à reconnaître que la justice ne peut pas tout, mais qu'elle doit faire mieux, et que la société dans son ensemble doit prendre sa part. Donc, bien sûr, chacun et chacune d'entre nous, en fait, c'est vraiment important, la société, c'est nous. Car, en fait, pour faire évoluer la justice, il faut aussi faire évoluer la société. La société, c'est nous. Donc, la justice, elle est que le reflet de chacun d'entre nous et de notre responsabilité. Alors, un grand merci à celles et ceux qui vont partager leur savoir, leur expérience, leur engagement. Et puis, merci à vous tous et tous ici d'être présents parce que pour votre écoute et du coup pour votre responsabilité dans cette lutte contre les violences sexuelles. Merci. Merci Anne. On va présenter l'activité de l'Observatoire, mais comme une toute petite question encore. Ce n'est pas la première fois que ce thème est abordé, puisque je me souviens, puisque j'y étais en 2022, c'était déjà un thème de la réunion de l'Observatoire, les violences sexuelles envers les femmes. Pourquoi il y a beaucoup de questions qui se posent sur les violences envers les femmes. Pourquoi revenir 3 ans après sur les violences sexuelles? Pourquoi avoir choisi de reprendre ce thème pour une réunion de l'Observatoire? Alors, d'abord parce que les choses évoluent, et puis aussi parce que on élargit la focale en 2022. On avait eu une journée sur comment mieux écouter, mieux accompagner, mieux repérer. Et puis là, on élargit la focale et on interroge un maillon essentiel, celui de la justice. Aussi parce que cette année, les affaires judiciaires nous montrent à quel point c'est un maillon central et à quel point il peut être défaillant ou porteur de réparation. En fait, ça peut être les deux. Et puis aussi, vous dire qu'à l'Observatoire, on travaille, quand on ouvre une thématique, on y revient. On avait ouvert la thématique des enfants co-victimes en 2021. Édouard Durand était venu. Et puis, on a refait une journée l'année dernière. Et puis, voilà, on avait une journée sur les violences sexuelles en 2022. On en refait une cette année, puis ça reviendra. C'est un peu la façon de fonctionner des observatoires avancés, parce que l'idée, c'est qu'on continue à se nourrir, les pratiques évoluent, la loi évolue. D'ailleurs, sur la loi sur le consentement, peut-être qu'on pourra en dire un mot, parce que c'est quelque chose qui est très controversé au niveau des associations féministes. Donc c'est la raison des observatoires, de revenir, de voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, les progrès, ce qui reste à faire. Et puis alors aujourd'hui, interroger la responsabilité judiciaire face à la violence sexuelle, c'est pour nous interroger tous les échelons concernés. Donc la justice, bien sûr, mais la société tout entière. Donc c'est vraiment notre journée d'aujourd'hui. Okay, merci Anne. Alors, ne perdons pas de temps puisqu'il s'agit de mesurer. Les chiffres, c'est très important. Et c'est une manière aussi de mesurer le travail qui est fait par l'Observatoire. Donc, quelques chiffres qui illustrent l'activité de l'Observatoire en 2025. Alors, je vais être assez rapide sur les chiffres parce qu'on a pris une demi-heure de retard. Donc, je ne vais pas vous assommer. Mais quand même, en vrai, les chiffres, ils sont vraiment importants parce qu'en fait, ils disent le réel. Et en fait, il faut juste, et Édouard Durand le dit très bien, il y a des femmes et des enfants derrière ces chiffres. Donc, si on voit leur visage, voilà, c'est-à-dire que ces chiffres, il faut les écouter avec l'idée des personnes derrière. Cette année, ça c'est les chiffres de la MIPROF. La MIPROF, c'est la mission interministérielle pour la protection des femmes et la lutte contre la traite des êtres humains. En fait, c'est l'Observatoire national. On est 40 observatoires territoriaux et on dépend de cet Observatoire national. Ils sortent une lettre remarquable que vous pouvez trouver sur le site de la MIPROF, stopviolence.gouv. Et les chiffres, comme c'est une mission interministérielle, ils ont les chiffres aussi de la justice, même si monsieur le procureur nous a précisé que les statistiques n'étaient pas très bonnes, mais ils arrivent à avoir des chiffres. Et donc, comme c'est interministériel, on a vraiment, et de plus en plus, cette année, la lettre de la MIPROF nationale, elle fait 90 pages, donc c'est juste quelques chiffres. Donc, 107 femmes tuées, donc victimes de féminicide dans le couple, 207 tentatives de féminicide, mais vous les avez sous les yeux. 900 sites qui sont suicidés ou qui ont tenté de se suicider suite aux violences. Ça, c'est important, c'est assez nouveau qu'on les compte. On compte les suicides forcés, c'est rentré dans la loi en 2020 et c'est vraiment important. C'est en fait le harcèlement psychologique qui conduit au suicide ou à la tentative de suicide. C'est vraiment important de les compter, on ne le faisait pas avant. Donc ça fait en fait 1283 femmes qu'on a tenté de tuer, qu'on a tuées,
qui se sont suicidées ou qui ont tenté de mettre fin à leur jour suite aux violences conjugales. Donc en fait, c'est 3,5 femmes par jour. On dit souvent une femme tous les 3 jours, mais en fait, si on comptabilise tout, on arrive à 3,5 femmes par jour. Voilà. Après, on va passer sur les violences sexuelles, puisque c'est notre sujet. Je fais très rapide, c'est les données donc d'hier. 110 125 victimes de violences sexuelles enregistrées par les services de police. Donc ça, c'est vraiment celles qui viennent jusqu'au commissariat où il y a eu... Voilà. 91% sont des femmes. C'est pour ça qu'on s'appelle un observatoire des violences faites aux femmes. C'est que c'est une violence de genre. 54% des victimes de violences sexuelles, là, parmi les 110 000, sont des mineurs. Donc ça, c'est quand même très important. Donc 83% sont des femmes. On note à chaque fois cette disproportion. Et il y a eu plus de 136% d'augmentation en 8 ans. Ça ne veut pas dire évidemment qu'il y en a plus 136%, c'est qu'elles portent plus plainte. Et certainement, toutes ces affaires sociétales et judiciaires amènent à cela. J'essaie d'aller vite. Peut-être quand même, ça c'est après les chiffres de la police qui sont vraiment les plaintes, il y a les chiffres des enquêtes de victimation, c'est-à-dire les enquêtes en population générale. On demande à un certain nombre, un énorme échantillon, combien de femmes, etc. Donc là, on a 277 000 femmes majeures qui déclarent avoir été victimes de tentatives de viol ou d'agression sexuelle. Seulement 7% posent plainte, d'où la différence avec les chiffres police qu'on a eu juste avant. Si on prend les atteintes sexuelles, le harcèlement sexuel, l'exhibition sexuelle et l'envoi d'images à caractère sexuel, on est à 1 371 000 femmes. Donc une femme toutes les 23 secondes, ça y est, toc, il y en a une. Une femme toutes les 2 minutes sur viol, tentative de viol. Là, en fait, c'est ça qu'il faut qu'on se représente. C'est pour ça qu'ils sont importants, ces chiffres, malgré tout. Et pour finir, sur les mises en cause, ça, c'est les chiffres... via le service statistique du ministère de la Justice, 95% des mises en cause sont des hommes, 99% des condamnés sont des hommes. Donc je vous passe le détail, on vous enverra à tous le PowerPoint. Et puis un dernier slide sur les violences sexuelles, c'est montrer l'entonnoir sur les violences sexuelles. Donc 80 000 femmes et hommes, 89 000 victimes déclarant des viols, donc là c'est du déclaratif. 46 290 qui donc sont enregistrés par les forces de sécurité. On descend 18 781 mises en cause dans des affaires de viol. Et enfin, 1665 condamnations pour des faits de viol. Donc là, c'est que viol, hein. Ce n'est pas les autres formes de violence sexuelle, mais on voit bien, on est passé de 89 000 à 1665. Voilà. C'est assez important, c'était ça que je voulais montrer. Et puis la dernière slide, peut-être juste rappeler, parce que c'est vraiment important, c'est quelque chose qui est porté depuis 40 ans par les associations féministes, notamment le collectif féministe contre le viol. L'agresseur, tu peux passer la slide ? Voilà, c'est bon. C'est bon. Non, l'agresseur, celle d'avant. L'agresseur, c'est quelqu'un qu'on connaît dans les violences sexuelles. Hein, c'est notre collègue, notre frère, notre père, notre voisin. C'est 91%, quelqu'un que la femme connaît. Je passe sur les conséquences psycho parce qu'on va avoir des super intervenantes, donc oui, autant passer. Et peut-être juste la Loire-Atlantique, on a des estimations qui sont faites, je le remercie, Florent Piet, par l'Observatoire du service observation de la direction prospective. Donc c'est des estimations, donc on aurait 8000 femmes victimes de violences dans le couple et 3500 femmes victimes de violences sexuelles hors du couple. Et puis évidemment, il y a les services de la solidarité, donc toutes les travailleurs sociaux de nos espaces départementaux des solidarités qui accompagnent chaque jour des femmes victimes de violences. Donc près de 2000 femmes accompagnées par les travailleuses sociales du département. Et puis évidemment, les intervenantes sociales en commissariat, gendarmerie, elles sont 5. Je suis très contente, il y en a quelques-unes qui sont là. En tout cas, elles font un travail remarquable et donc elles accompagnent des victimes. 1151 victimes prises en charge par nos 5 assistantes sociales du département. Et puis après, vous avez des chiffres police. Donc là, c'est police-gendarmerie en Loire-Atlantique. 1910 femmes victimes de violences sexuelles, dont la moitié sont des mineurs. Des mineurs. Voilà, merci. Oui, c'est vrai que j'ai appris dans les observatoires que... Bravo. Mais c'est vrai qu'on trouve ces chiffres qu'on ne peut traiter que ce qu'on mesure. Donc c'est des chiffres qui sont très importants et ça peut sembler un peu raide ou un peu dur comme ça, mais voilà. Donc c'est aussi important de les retrouver, de s'en imprégner. Donc si j'ai bien compris, il y aura
il y aura la possibilité de revoir ces chiffres sur le site du département et sur ceux qui sont dédiés à l'Observatoire. Alors, ça, c'était les chiffres, mais il faut aussi revenir sur les missions de l'Observatoire, parce que derrière ces chiffres, il y a aussi tout le travail qui est fait, et peut-être il faut dire quelques mots sur ces missions d'aujourd'hui et les missions à venir, peut-être. Hein. Oui. Sur la diapo juste d'avant, parce que c'était juste pour dire que en fait, on a fait un tableau de bord qui est à votre disposition. Donc ça, c'est que des chiffres Loire-Atlantique. J'ai oublié d'en parler. Et il est intéressant parce qu'il montre l'ampleur sur les violences faites aux femmes en Loire-Atlantique, mais il montre surtout parce que c'est tous les bilans d'activité de toutes les associations, les institutions de Loire-Atlantique, et donc ça montre aussi tous les acteurs qui sont engagés sur cette question. Donc je vous invite il est juste là à votre disposition. Donc je passe à l'Observatoire. Oui, l'Observatoire, je vous l'ai dit, s'inscrit dans un réseau d'observatoires territoriaux pilotés par la MIPROF. Il y en a 40 sur toute la France. Et comme le disait Monsieur le procureur et Monsieur le Président, ce n'est pas tous les départements. Donc on est assez fiers ici du soutien de notre département sur cette mission, parce que c'est vraiment une politique volontariste. On a à peu près les mêmes missions dans tous les observatoires. On en a 5, je vais les décliner assez rapidement pour, pareil, essayer de récupérer le retard. Donc la première mission, c'est évidemment d'observer. Pour rendre visible, en fait, pour embarquer les politiques publiques, il faut quand même connaître l'ampleur. C'est donc mieux connaître la réalité pour la transformer. Donc on peut soit rassembler des données existantes, ça c'est le tableau de bord, etc., soit en produire quand elles n'existent pas. C'est ainsi que, par exemple, l'étude qui a été faite sur la cour criminelle, qui va vous être présentée tout à l'heure par Kylian Lemoel. Mais on a aussi fait un état des lieux sur l'exploitation sexuelle des mineurs, qu'on a réactualisé cette année en lien avec la direction Enfance-Famille. Et puis là, on a démarré un état des lieux sur les femmes âgées victimes de violences, parce que c'est vraiment un peu l'angle mort et des politiques publiques de l'âge, mais aussi des politiques publiques des violences faites aux femmes, puisqu'il n'y a pas très peu de données, ça s'arrête à 65 ans. Voilà. Ça, c'est sur la mission observation. Ensuite, une fois que ces données sont produites, il s'agit de les regrouper et de les diffuser. L'Observatoire a ainsi vocation à proposer des outils pour que les professionnels puissent monter en compétences. Par exemple, on a créé un guide d'aide à l'entretien pour mieux accompagner les femmes victimes de violences. Il y a en cours, en 2026, la production d'un guide sur les enfants co-victimes. Et puis, l'Observatoire, il a aussi vocation à être un centre de ressources pour les professionnels sur les violences faites aux femmes et aux filles. Donc, on a une exposition qu'on prête de Résonante qui est dans la salle. On a une autre exposition là qui est aujourd'hui, donc on la prête aux partenaires. Il y a eu 16 prêts cette année. Et puis surtout, on fait beaucoup de production de documents, soit les nôtres, soit ceux de nos partenaires. Et c'est plus de 23 000 documents qui ont été distribués aux professionnels du département cette année. Ensuite, bien sûr, il y a la formation et la sensibilisation des professionnels. Ça, c'est vraiment l'objet principal d'un observatoire, parce que si tout le monde est bien formé, c'est vraiment le nerf de la lutte contre les violences faites aux femmes, en fait, de pouvoir former et sensibiliser le plus de monde possible. Donc cette année, en 2025, l'Observatoire a formé ou sensibilisé 2740 professionnels. Donc on a un temps fort chaque année comme aujourd'hui, mais on a aussi des temps de formation qu'on organise en fonction des thématiques. Par exemple, on a fait un temps fort avec la direction Enfance-Famille sur l'exploitation sexuelle des mineurs en septembre. Et puis on a fait un temps fort en juin avec la direction Autonomie, qui était une journée entière, sur les femmes victimes de violences en situation de handicap. Et puis tout au long de l'année, on fait des formations en fonction des besoins. Et puis enfin, non, c'est la 4e mission, il y en a encore une. L'Observatoire, il a la vocation à être animateur de réseau sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc on a des groupes de travail thématiques en fonction des sujets. Et puis aussi, on a une assemblée plénière qui se tient chaque année et qui met à chaque fois en lumière l'action d'un partenaire sur un champ spécifique. L'idée, c'est qu'on puisse renforcer le partenariat sur la lutte contre les violences faites aux femmes et qu'on ait une meilleure connaissance des rôles de chacun. Et puis peut-être, enfin, quand toutes ces 4 premières missions fonctionnent bien, il peut arriver qu'on puisse expérimenter et développer des actions innovantes.
ou s'inspirer d'actions innovantes qui ont été faites sur d'autres territoires et les importer sur notre territoire. Alors 2 exemples rapides, pour nous, c'est les protocoles de mise à l'abri pour les femmes victimes de violences, notamment en milieu rural. C'est un sujet qui a énormément travaillé du côté de l'Observatoire et du département et des territoires. Et puis le déploiement du questionnement systématique. L'année dernière, les collègues travailleuses sociales des EDS étaient venus nous présenter les résultats. Aujourd'hui, on le déploie sur tout le territoire. C'est un projet qui nous tient à cœur et qui est extrêmement productif parce que si toutes les assistantes sociales de tout le département, c'est 400 sur tout le territoire, 56 sites d'EDS répartis sur tout le territoire. Si elles posent toute la question, c'est énorme comme impact pour les femmes victimes de violences. Et elles ont interrogé, non pas seulement la question des violences conjugales, mais tout type de violence. Donc on en reparlera peut-être cet après-midi avec Sarah de Paris. C'est son nom de famille, elle ne vient pas de Paris. C'est Sarah de Paris. Elle vient nous parler de ce que c'est que l'écoute. Et pour moi, c'était très important, mais on en reparlera cet après-midi. Voilà. Merci Anne. Alors, oui. Voilà. Donc, un observatoire, ce n'est pas seulement un endroit où on observe, c'est un endroit où on agit. On vient de le voir, il se passe beaucoup de choses.